Si, bien sûr qu'on peut commencer. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes excusés, installez-vous. Vous ne prenez pas les pieds dans les pieds ensemble. Allez, je vais lancer l'appel. Jean-Paul Algaron, absent. Tao Alio. Philippe Arnaud, absent. Grégory Ateba. Tu vas donner. Non. Grégory. Il y a un pouvoir. D'accord. Qui est donné à qui, s'il vous plaît? Pouvoir. Monsieur Ateba. À vous. Hamdi. Voilà. Philippe Berenguer, absent. Ali Bouchama. Au revoir. Pour vous. Oui. Alexandre Bouzet. Présent. Fabrice Cassada. Nicolas présent. Béatrice Desrois, absente. Laurent Direz. Présent. Fabienne Gilliot. Présent. Jérémy Gon. Alors je l'appelle parce qu'en fait il a émis son souhait de ne pas siéger au conseil municipal quand c'était à son tour, mais la sous-préfecture estime qu'il faut qu'il fasse une démission après avoir été installé, donc il est encore au tableau des élus, c'est en cours de régularisation. Toufik Hamdi. Présent. Samira Awali, absente. Laura Lambert. Présent. Karine Lorteau. Présent. Pierrette Munier. Je vous note présente. Georges Pambou. Présent. Catherine Ribaille. Présent. Virginia Riora. Présent. Michel Romagniec. Présent. Anaïs Roy. Ahmed Saïd. Présent. Isabelle Soulis. Mathilde Hustin. Présent. Et Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Hustin. 17 présents et 20 votants, d'après mes calculs. Je fais tourner la feuille d'émargement, vous voudrez bien la remplir. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Madame Soulis s'est proposée, parce que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Qui serait contre sa désignation comme secrétaire? Qui s'abstiendrait? Merci. Vous avez reçu avec la convocation, j'ai mis mon micro parce qu'on n'entend pas bien, vous avez reçu avec la convocation le procès verbal de la séance précédente, vous en avez pris connaissance. Y aurait-il des oppositions à son approbation? 5 contre, des abstentions? Merci. On va attaquer le déroulé des délibérations, des points qui nécessitent un vote. Il y a beaucoup de choses sur Chanteloup ce soir, donc une fois qu'on aura passé tous les points qui nécessitent un vote, je libérerai ceux qui veulent partir, parce qu'il n'y a plus d'obligation de quorum. En matière de ressources humaines, une première délibération qui concerne le cadre de distribution, d'attribution des tickets restaurants. Alors c'est une délibération qui a 3 objets. Le premier, c'est de réunir en une seule le cadre d'attribution des tickets restaurants qui jusqu'à présent avait été établi par 3 délibérations différentes, donc c'est un avantage de lecture. Il faut savoir que les conditions d'attribution n'ont pas du tout changé, si on reprend mot à mot ce qui avait été défini dans les délibérations précédentes. Le deuxième point important de ces délibérations, c'est la dématérialisation des titres restaurants, puisque c'est une obligation légale. Jusqu'à très récemment, je crois jusqu'au mois dernier, c'était des tickets papier qui étaient donnés aux agents. Donc là, on passe à des cartes bancaires, en fait, c'est des formats cartes bancaires. Et le troisième point, le seul point qui constitue une nouveauté par rapport à ce qui existait précédemment, c'est le régime de la perte ou du vol des cartes. Donc la première carte est donnée à l'agent, bien évidemment. En cas de perte de vol, l'agent se connecte sur le site qui émet les titres restaurants et puis en commande une nouvelle. Voilà. Donc pour le reste, rien de nouveau. Donc, je propose de mettre au vote cette délibération qui est purement technique et qui a été discutée en CST, bien évidemment, comme toutes les délibérations qui concernent le statut et les conditions d'emploi des agents. Qui serait contre cette délibération? Qui s'abstiendrait? Ok, merci. Donc adopté à l'unanimité. On reste dans le domaine des... on reste dans le domaine des RH avec la valorisation des avantages en nature. Alors les avantages en nature à Chanteloup-en-Brie, on n'en a pas beaucoup, c'est essentiellement les repas pris par les agents. Mais l'URSSAF, ça c'est la loi qui l'oblige et c'est l'URSSAF qui gère, impose de valoriser tous les avantages en nature qui sont octroyés. Alors cette valorisation, elle est fixée par l'URSSAF, je crois même que c'est la même grille de valorisation que pour le privé, voilà. Mais il convient de passer une délibération qui en prend acte et qui permettra de faire les déclarations
adéquat. On anticipe aussi le jour où il y aura d'autres types d'avantages en nature, des logements de fonction par exemple, des voitures de fonction, tout ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais ça permettra le jour venu de pouvoir prendre par voie d'arrêté les dispositions qui permettront de faire les déclarations à l'URSSAF, voilà, compte tenu de la situation exacte des agents. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Moi, je suis... Allumez votre micro, Madame Minic, on vous entend bien l'enregistrement. Je suis étonnée parce que le CST n'a été réuni qu'aujourd'hui. Que ce matin, oui. Donc, vous avez anticipé la délibération. Alors, ça, c'est des discussions qui sont engagées depuis très très longtemps. Ça fait beaucoup d'instances. Moi, j'ai vu des CST à l'agglomération qui se faisaient 1 heure avant le conseil. Moi, je parle d'ici. Voilà. Alors, nous, on a la chance à Chantecler quand même d'avoir un bon dialogue social avec les représentants du personnel, notamment la CFDT, puisque c'est eux qui représentent. Et tout ça, c'est des points qui sont discutés depuis longtemps. Les avantages en nature, c'est pas vraiment un élément de discussion, puisqu'on applique le régime défini par l'URSSAF, et c'est en réalité uniquement se conformer au cadre législatif. Donc ça, c'est pas un point qui a soulevé aucune discussion, puisque de toute façon, ce n'est pas un objet de discussion. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de mettre au vote. Donc, qui serait contre la définition et valorisation des avantages en nature? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie. Troisième point de RH, l'instauration d'un service minimum en cas de grève. Alors, il y a plusieurs éléments dans cette délibération. Alors là encore, j'anticipe la question que vous reposerez peut-être, Madame Munier, dans le même contexte. Certes, le CST s'est réuni ce matin, mais ça, c'est une délibération en fait qui va m'autoriser à signer une convention avec le président départemental de la CFDT. Donc c'est en plusieurs temps, il y a eu une discussion avec la CFDT, et puis chaque organe, eux et nous, devons passer les délibérations pour ensuite permettre aux deux entités qui sont en charge du dialogue social de signer. L'objet de cette délibération est multiple. Le plus important pour nous... Oui, excusez-moi. Pourquoi que la CFDT? Parce qu'il n'y a que la CFDT qui est représentée ici. Il se peut que... Alors parce que ce jour, alors Madame Minier, on va prendre une bonne habitude, c'est que je vais terminer mon exposé et puis à la fin vous prenez la parole, parce que si vous m'interrompez à chaque fois, après ça devient la cacophonie. Nous prenons cette délibération parce que nous sommes une commune de moins de 5 000 habitants pour laquelle, écoutez Madame Munier, Oui, mais j'écoute. nous sommes une commune de moins de 5 000 habitants, donc pour laquelle il n'y a pas de disposition prévue de cet ordre, à moins que l'employeur et les employés contractuellement en fait s'accordent pour définir un cadre qui déroge à la loi. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons. Le préavis, par exemple, pour le droit de grève, ne s'applique pas pour les communes de moins de 5 000 habitants, ce qui a été comme un problème organisationnel important pour nous, puisque lorsqu'une grève est décidée au niveau national essentiellement, nous ne savons que le matin même combien de grévistes sont déclarés, et par conséquent, on ne sait que le matin même dans quelle mesure nous pouvons maintenir les services ou pas. Donc c'est un vrai problème organisationnel pour nous et pour les familles, parce que c'est essentiellement le périscolaire qui est concerné. Et donc grâce à cette délibération, enfin grâce à la convention qui sera signée avec les CFDT, par la délibération par laquelle vous m'autoriserez à signer, un préavis de 48 heures sera institué. Voilà. Par ailleurs, cette convention signée avec les représentants du personnel nous permettra d'instaurer un service minimum. Alors bien évidemment un service minimum qui ne va pas à l'encontre du principe du droit de grève qui est constitutionnel, mais qui permettra, lorsque les conditions sont réunies, et elles le seront vraisemblablement, de au moins assurer un accueil du matin ou du soir dans un des établissements, la cantine dans un des établissements. Donc en fait l'objet c'est pas de vider de sa substance le principe du droit de grève, ce serait inconstitutionnel et d'ailleurs même pas souhaitable, mais c'est de permettre d'offrir un minimum de services en cas de grève bien suivi, et surtout d'avoir un préavis qui nous permette d'organiser l'accueil des enfants convenablement et d'informer les familles. Voilà. Donc, y aurait-il des oppositions à m'autoriser à signer cette convention avec le président de la CFDT de Seine-et-Marne? 5 contre. Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, point numéro 4, donc un classique, la modification du tableau des emplois. Donc, vous en avez la liste. C'est des modifications de 2 ordres. Le premier, c'est la fermeture de postes qui n'était plus d'actualité, puisqu'avec l'effet de carrière des agents, de nouveaux postes sont ouverts pour correspondre
à leur grade, et au bout d'un certain temps, au bout d'un an, on ferme les postes qui ne sont plus utilisés. Les créations, je parle sous le contrôle de notre DGS, les créations sont uniquement liées aux progressions de carrière. Voilà. Donc il n'y a pas de création d'emplois nouveaux. Est-ce qu'il y aurait des oppositions à l'approbation de ce tableau des emplois? 5 oppositions. Des abstentions? Merci. Nous en avons fini pour les délibérations de nature ressources humaines. Nos enfants vont partir de nouveau pour un séjour d'été en 2025. Vous en avez reçu le détail avec la convocation, un détail particulièrement fin, puisque je crois qu'on a été, c'est une demande tout à fait légitime qui était faite par l'opposition des années précédentes. Donc je ne sais pas si M. Cassada veut en dire un mot. Enfin bon, tout est dans la note de présentation. Il y a des questions malgré tout? Oui, j'ai une question. Dans la préparation du véhicule, enfin le matin, à un moment donné, il est écrit qu'il y a un véhicule avec 2 chauffeurs, ok, c'est bien. Et après, chargement des véhicules. Je suis incapable de vous répondre sur ce point. Je ne sais pas si ça te parle. Ma connaissance, ils partent à 7 dans un véhicule. Ah ok, c'est bon, j'ai la réponse, parce que le DGS me l'a soufflé à l'oreille. C'est un véhicule mairie avec du matériel à côté. C'est pas un deuxième véhicule, voilà, mais pas un deuxième véhicule qui transporte des enfants. Je voulais l'info. Ouais. Moi j'avais une question. On vous écoute, monsieur. La question... On m'entend? Oui. Excusez-moi. La question, je n'avais pas posé sur le séjour cet hiver, mais je pose cette fois-ci. C'est le nombre de Chantloupiens dans ce type de séjour. C'est un séjour du QJ, c'est ça? Alors c'est un séjour de QJ, donc il y a uniquement des enfants, on n'a pas fermé à qui que ce soit. Donc les adhérents au QJ payent une certaine somme. Si c'est pas plein, des extérieurs au QJ peuvent y accéder. Il n'y a pas de limitation. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que les 7 sont de Chanteloup, mais c'est pas une affaire de principe. C'est pas une restriction. Voilà. C'est un fait. Et d'une manière générale, que ce soit pour le périscolaire, pour les animations du CCAS, on a une approche territoriale. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe, c'est que et les événements, et les sorties, et tous les services qu'on peut mettre à disposition fassent le plein, arrivent à un certain optimum économique aussi, parce que sinon il y a des choses qu'on n'arriverait pas à faire uniquement à l'échelle de la commune. Et nous, on n'a aucun problème à accueillir dans nos événements ou dans nos sorties des jeunes d'autres villes. Donc c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, le principe est celui-ci. Nous, on est très très ouverts à prendre des jeunes. Donc il y a une convention qui a été mise en place. Là, chaque commune vous ouvrez, est-ce qu'il y a une information dans ces communes? On a 18, je crois, enfants de Jossigny qu'on accueille au périscolaire. On a plein de Guermantes, on a des conventions qui sont signées, qui ont été passées aussi, dont l'information a été faite en conseil municipal. Pour le séjour alors. Donc, pas pour ce séjour-là. Le séjour-là, aujourd'hui, c'est que des Chantloupiens, d'accord? Mais je vous ai posé une question de principe. Est-ce qu'on est amené à accueillir des enfants d'autres villes? Oui. Si la situation se présentait, on le ferait avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il faut avoir une approche territoriale des services publics. En fait, aujourd'hui, Chanteloup, avec une population de 4000 habitants, c'est presque une petite ville-centre, par rapport à des villes voisines qui n'ont pas les mêmes ressources que nous, et c'est important de la jouer collectif. Nous, on est bien content de pouvoir profiter, excusez-moi, je termine mon propos, on est quand même bien content de pouvoir profiter des services que nous offrent des villes plus grandes que les nôtres. Ce serait quand même assez malvenu de se dire on profite des plus grandes que nous sans vouloir renvoyer la balle aux plus petites. Voilà. En tout cas, ça c'est notre état d'esprit. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Après, ça demande quand même une organisation. Là, on paye nos impôts, on paye pour des Chantloupiens. Alors, s'il y a un accord au niveau intercommunal, ou je dirais même intercommune, j'ai déjà vécu ailleurs, il y a une participation. C'est même plus qu'une participation. Il y a une participation des communes à ce que ça représente, et l'accueil de loisirs et le séjour. Alors, au-delà des participations des familles. On a déjà eu cette discussion par ailleurs. Par exemple, si on prend nos services périscolaires, nos services à l'enfance, on a une approche hôtellerie, parce que nos charges sont essentiellement fixes, avec des effets de seuil massifs. C'est-à-dire que si on veut accueillir nos enfants, on est dimensionné pour pouvoir en accueillir beaucoup plus en réalité que ce que l'on accueille. Ce qui fait que nos charges sont fixes, il faut absolument que nos recettes soient le plus proches possible de nos coûts. Donc quand on prend un enfant de Jossigny ou de Guermantes ou de Gouverne au tarif chantloupien, c'est de l'incrémental, c'est du plus. Ne pas le faire, c'est
affaiblir la position financière. Et la preuve, c'est que vous regardez dans les résultats financiers, sur les services à la population, essentiellement l'enfance, sans avoir augmenté les tarifs depuis 5 ans, en ayant perdu 100 enfants quand même, 100 enfants sur le mandat, on arrive à augmenter les recettes. Et les recettes, c'est des impôts moins. Alors, est-ce qu'à terme, c'est un service qui risque de disparaître? Le jour où il n'y aura pas d'enfants, mais il y aura toujours des enfants Chanteloup, je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais... Non, justement. En revanche, ce qui est vrai, dans ce que je viens de décrire, il y a un élément qui est important, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais je réponds à ça, c'est que si à un moment on voit que nos services sont à 100%, on dénoncera les conventions avec les autres villes, c'est normal. Mais mon objectif qui est financier autant que social et autant que territorial, c'est que nos recettes facturées soient le plus proche possible de nos comptes. J'entends bien. S'il vous plaît. Alors moi je trouve une petite incohérence parce que les enfants des autres communes participent au même tarif que les Chanteloupiens. Or les Chanteloupiens qui ne sont pas inscrits au service jeunesse, là, ils payent le double s'ils y vont. Mais c'est le cas aussi des enfants des autres communes. Oui, mais il y a une partie des autres communes qui payent le même tarif. Enfin, moi, ce mélange de tarifs... Alors, non, il n'y a pas de mélange de tarifs. C'est à l'inverse extrêmement simple, puisqu'on a un tarif qu'on applique à tout le monde, enfin à tous les enfants des villes. Les enfants de Chanteloup, ils se retrouvent... Enfin, les enfants de Chanteloup, vous savez, ils bénéficient aussi de beaucoup d'initiatives des villes voisines. Alors, oui, on peut faire des comptes d'apothicaire à la Scrogneux, mais je pense qu'on est quand même gagnant. C'est comme vous savez pour les conventions d'échange d'accueil d'enfants et les dérogations scolaires. Il y a des villes qui sont mordicus, accrochées au principe de on va compenser, etc. La vraie bonne idée, c'est de signer des conventions où on se prend les enfants des uns et des autres. Il y a des années on est gagnant, des années on est perdant, mais je veux dire, faire des comptes d'apothicaire pour après aller titrer, demander à notre comptable d'aller titrer 53,50 €, je peux vous garantir que 53,50 €, il ne coûte pas le prix que votre agent passe pour titrer. Voilà, mais vous pouvez imaginer faire différemment. Nous, ici, on a une approche assez pragmatique et, encore une fois, une approche territoriale. Je considère que les enfants de Jossigny sont comme les enfants de Chanteloup-en-Brie. Voilà, on est comme ça. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord et on prend note que ce n'est pas votre orientation. Voilà. On a mis au vote, non, on n'a pas mis au vote le séjour. Y aurait-il on n'a pas mis au vote des oppositions au vote de ce tarif? Abstention. 5 abstentions. Et un pour. Alors, donc 0 contre, 4 abstentions et le reste pour. C'est ça. 4 abstentions. Ah oui, qui est l'abstentionniste? Parce qu'il faut le mettre dans le PV. Non, les 3, Lucas et M. Grégory Ateba pour. D'accord, donc 4 abstentions, et sauf M. Ateba qui est pour. Bon, de toute façon, on a la vidéo. Merci. Ensuite, on a une série de délibérations qui concernent l'intercommunalité, ou en tout cas Chanteloup-en-Brie dans ses relations à l'intercommunalité. Alors là, on commence à être familiarisé avec le dispositif CRTE. Je rappelle rapidement de quoi il s'agit. En 2020-2021, l'État avait pour objectif que les agglomérations deviennent un petit peu les guichets uniques pour les demandes de subventions d'État, des îles DETR, et donc charge aux agglomérations de tenir un registre des projets, des intentions, pour ensuite les transmettre à l'État. Donc finalement, le dispositif a évolué, c'est plus vraiment une condition d'obtention des subventions, même si, mais en tout cas, le CRTE est un document qui est intéressant parce que ça permet au niveau de l'agglomération justement de voir l'état un petit peu des projets des différentes communes. Et puis, l'avantage, c'est que lorsqu'on inscrit une action au CRTE ou un projet, c'est pas forcément une action qu'on a l'intention de réaliser à terme précis ou à terme visible, et bien c'est que ça commence. C'est un peu le premier pas vers une demande de subvention, puisqu'on on le chiffre, il y a un petit dossier technique qui permet le jour où on décide de passer à l'action d'être déjà presque prêt. Donc 4 actions sont proposées, 4 actions nouvelles sont proposées pour le CRTE en ce qui concerne Chanteloup-en-Brie. Une action qui concerne le chauffage de l'école du Cantou. Alors sous ce mandat, il y a un gros effort de fait sur la résolution des gouffres un petit peu énergétiques, des chaudières ont été changées. Le dernier vraiment gros problème énergétique de la ville, c'est le Cantou. Donc il faudra, quelle que soit l'équipe qui sera en place après 2026, il faudra s'en occuper, et de manière assez forte, puisque aujourd'hui c'est un poste de dépense très 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 important.
Une action qui concerne la désimperméabilisation des trottoirs. Vous avez vu maintenant, ça c'est des projets qui sont très fortement subventionnés par l'État. Donc aujourd'hui, quand un trottoir doit être refait, on ne le refait pas en bitume parce que finalement, pour le même prix, on peut utiliser des matériaux perméables qui, eux, en fait, ouvrent droit à beaucoup de subventions. Donc on a inscrit un certain nombre, un linéaire en fait, et puis on verra au fil de l'eau, en fonction des possibilités de subventions qui s'ouvrent et des besoins de la ville surtout, comment est-ce qu'on tire sur cette ligne de subventions possibles. Une action qui concerne les panneaux photovoltaïques, alors ça va dépendre beaucoup du calcul économique qui ressortira de l'installation ou non des panneaux photovoltaïques. À titre d'information, Marne-et-Gondoire a mis en ligne un cadastre solaire qui est pas mal, donc vous pouvez regarder parcelle par parcelle si l'installation de panneaux solaires est rentable. Alors on s'est tous amusés à le faire pour notre propre maison. En fait, c'est rarement rentable quand on regarde. Mais pour les collectivités, c'est différent parce qu'il y a les projets environnementaux, liés à la transition énergétique, qui sont très vite rentables parce que si on ne les fait pas, on est à l'amende, on est mis à l'amende. Donc en fait, le fait que l'État nous mette à l'amende si on ne réalise pas un projet fait que réaliser le projet devient rentable. On le voit par exemple avec la couverture des aires de stationnement de plus de 1000 m2 avec des ombrières. S'il n'y avait pas la pénalité de l'État, il y a très peu de villes qui le feraient. Voilà. Nous, on est un peu dans une logique différente du particulier. Mais ce cadastre solaire est intéressant. Il est accessible depuis le site de Marne-et-Gondoire. Et enfin, une action liée à la réfection des tennis, toujours dans l'idée de désimperméabiliser. Il existe maintenant des matériaux qui sont perméables pour jouer au tennis et qui permettent d'obtenir des subventions, donc on ne va pas s'en priver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début de mandat, on avait fait un resurfaçage un peu simple, un peu dans l'urgence des cours. Ce n'est pas des solutions qui sont pérennes, qu'il faut refaire très 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 régulièrement. Là, avec l'action qui est inscrite, il s'agirait de refaire le fond, peut-être pas refaire le fond de forme, un process qui est beaucoup plus profond dans la reprise de la surface et puis qui serait subventionné, qui permettrait surtout de maintenir les cours dans un bon état sur un plus long terme. Parce que la solution qui avait été retenue au début de mandat, on le savait, c'était une solution bon marché, mais qui était peu pérenne. Voilà. Y aurait-il des questions sur les inscriptions? On vous écoute. Oui, est-ce qu'il y a un nombre de priorités ou pas? Un classement? Entre nos... non, aucune. C'est tout. Oui, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient inscrites. Voilà. Après, nous, dans l'intention politique de réaliser certaines actions et pas d'autres, ou certaines avant d'autres, ça dépendra, c'est un effet d'opportunité. Ça dépendra complètement de la possibilité de se faire subventionner. Si toutes les questions ont été abordées au sujet du CRTE, je vous propose de mettre au vote l'inscription de ces 4 actions. Juste pour un complément d'information, le CRTE est modifié 2 fois par an par voie d'avenant. Donc c'est pour ça que 2 fois par an, en général, on se réunit et l'Assemblée délibérante valide les projets à inscrire de nouveau. Qui serait contre ces inscriptions? Qui s'abstiendrait? Merci. Ensuite, toujours pour Marne-et-Gondoire, une délibération qui avait été prise déjà il y a longtemps, qu'il convient de reprendre, qui concerne le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire. Le droit commun, s'il était appliqué à la lettre, ferait que les communes de Ferrières de Damar n'auraient qu'un conseiller communautaire pour des populations qui sont à peine inférieures finalement à celles de Chanteloup-en-Vue. Donc un accord avait été trouvé lors du mandat précédent sur une autre clé de répartition. Et donc là, il s'agit, si vous en êtes d'accord, de renouveler ce dispositif pour permettre à 2 communes de Marne-et-Gondoire d'avoir 2 représentants au lieu d'un seul. Voilà. Est-ce qu'il y a, je pense que vous connaissez bien le mécanisme puisque vous étiez aux affaires lorsque ça a été mis en place. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Voilà pour les points d'intercommunalité. Alors en matière de sécurité maintenant, nous avons 2 délibérations à prendre. Alors on n'a pas vraiment 2 délibérations à prendre, puisque ce sont des dispositifs qui pourraient très bien être mis en place sans délibération, mais il nous semblait que c'était important, puisque la sécurité c'est quand même un sujet d'importance, et puis dans un souci de bonne information aussi de l'Assemblée délibérante. Donc je vais passer la parole à Madame Romagnac. Un petit point de contexte avant. Les tribunaux sont engorgés, on le sait tous, mais pas que les tribunaux, c'est aussi les parquets qui sont engorgés. Et c'est pas dévoiler un grand mystère que de dire qu'il y a beaucoup d'infractions, même relevées, même qui font l'objet d'une plainte, qui ne sont pas du tout instruites par les parquets.
Donc l'objet des délibérations, enfin en tout cas des dispositifs que nous vous proposons de mettre en œuvre à Chanteloup, comme c'est le cas dans certaines autres villes, eh bien ça vise à ou bien raccourcir la procédure et le formalisme qui s'impose au procureur, donc pour lui permettre de traiter en priorité plus rapidement certains types d'infractions, et puis aussi de délester le procureur du traitement de certaines petites infractions et de les transférer au maire, voilà, pour faire simple. Donc je passe la parole à Michel Romagnac qui va vous exposer ces deux points, et sois bref s'il te plaît Michel. Oui, monsieur le maire. Vous avez résumé ce que je voulais dire en préambule. Donc, sur ces procédures simplifiées dont a parlé à Olivier, nous en avons retenu deux. La première, c'est le rappel à l'ordre, et la deuxième, c'est la procédure de transaction municipale de classement sous condition de réparation de nature du préjudice. Alors, je vais commencer par la transaction municipale, parce que je crois que dans l'ordre des dossiers que vous avez reçus, c'est celle qui arrive en premier. Ces deux procédures simplifiées, elles viennent dans un objectif de prévention de la récidive et de pédagogie par rapport aux personnes qui sont mises en cause. Donc, elle consiste en une formalisation d'une proposition de réparation d'un préjudice subi par la commune, par exemple lorsqu'il s'agit de dégradation, de destruction de biens municipaux, d'abandon d'ordures de déchets sur la voie publique, d'épaves de véhicules ou autres objets sur le domaine public. Mais aussi, ça peut convenir pour des interdictions de fumer dans les transports en commun, tapage ou nuisance sonore, introduction abusive d'un établissement scolaire, mendicité agressive, etc. Donc vous avez dans le dossier les différentes causes possibles. Donc la transaction municipale, elle s'adresse aussi bien aux personnes majeures qu'aux personnes mineures et peut prendre la forme d'une indemnisation financière, soit d'une activité rémunérée, c'est les travaux d'intérêt général, qui ne pourrait en aucun cas dépasser 30 heures. Donc si la transaction municipale aboutit, elle donne lieu à un classement sous condition de réparation en nature. Donc il faut que la personne mise en cause s'acquitte de sa dette, soit financièrement, soit par les travaux d'intérêt général. Et ce qui se traduit au bout du compte par un abandon d'inscription au casier judiciaire. Donc c'est quand même un argument intéressant qu'on a quand on négocie avec la personne mise en cause. Voilà, il y a un préjudice qui a été évalué à telle somme, soit vous remboursez, si vous remboursez la somme, il n'y aura pas de suite à donner de manière judiciaire. Dans les communes qui sont déjà rentrées dans ce dispositif, les statistiques montrent que 78% des personnes concernées ont accepté la transaction municipale avec l'abandon de suite judiciaire. Donc c'est quand même un processus qui porte ses fruits. La mise en œuvre de ce dispositif, bien évidemment, s'opère au regard de procédures adoptées en collaboration avec les communautés d'agglomération et le procureur de la République. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est louable, hein. Pour l'avoir vécu ailleurs, travaillant longtemps à Créteil et dans d'autres communes de ce type-là, ça existait déjà, ce type de médiation. Il faut l'assumer, hein. Oui. Il ne suffit pas de le dire. C'est tout. Oui, je pense exactement comme vous, monsieur Hamdi. La nouveauté dans ce type de médiation qui existait déjà, effectivement, c'est les relations au casier judiciaire et au coup d'après, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un avantage. Parce que ce qui bloquait aussi précédemment, c'est que oui, on pouvait tout à fait le maire pouvait se faire balader et puis il n'y avait pas beaucoup de conséquences. Là, quand même, le procureur dit si la transaction en fait échoue, là, il se met à instruire. Là, il se met à instruire. Et ça, c'est un élément nouveau. C'est-à-dire que une plainte comme ça, ça risque de ne pas aboutir, effectivement. Mais dès qu'on a identifié le contrevenant, enfin, une personne à mettre en cause, qu'on a fait une proposition qui est validée par le procureur, si la personne refuse cette transaction, là, ça passe chez le procureur et le procureur instruit. Donc c'est comme un élément de nouveauté qui est intéressant. On verra à l'usage. Et le procureur, dans ce cas-là, a 21 jours pour donner sa sanction. Ça, c'est des dispositifs, bien évidemment, qui intéressent les parquets, puisque c'est pour eux un soulagement très important. Je suis d'accord avec vous, ça ne va pas faire la révolution, mais dans des communes comme les nôtres, où il n'y a quand même pas énormément de problèmes, ça peut faire une différence. Voilà. Et ça peut permettre à des gens, à la fois, de ne pas se retrouver avec un casier judiciaire, et à la fois d'avoir... je trouve qu'il y a le bâton et la carotte dans ces dispositifs. Donc, écoutez, on signe, on verra bien comment le dispositif vivra, et puis en tout cas, il a le mérite d'exister. Il y a un rôle pédagogique certain.
Voilà. Donc, je ne remets pas en rôle tout l'aspect pédagogique, la relation humaine. Je dis il faut des agents, il faut des gens pour le tenir. Et ce n'est même pas des agents, c'est des politiques pour le coup. Et la deuxième chose, moi ce qui me gêne, mais c'est sur le fond, hein, c'est pas, on verra après les formes, c'est encore une délégation qu'on refait aux communes. Et sans apport de moyens. Ce n'est pas de notre compétence. Pour avoir travaillé longtemps sur la sécurité et la prévention, je prendrai des réserves. Monsieur Aldi, vous ne trouverez personne autour de cette table pour vous contredire. On est bien d'accord. Le CISPD, c'est Marne Gondor. Oui, c'est... Oui, enfin, le CISPD, c'est un cadre de discussion, c'est pas une autorité, c'est pas une autorité de réflexion, pas du tout, mais ça me fait penser que, vous avez raison, dans ce dispositif, il y a l'autorité politique qui est très importante, mais pas que. Marne Gondor, là, du coup, intervient en soutien, pas officiellement, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de police. Il n'y a pas de pouvoir de police au niveau de l'agglomération, il faut le savoir. Le président de l'agglo n'est pas office de PJ de police judiciaire, il n'est pas avoir une PM à sa disposition, enfin il y a tout un tas de limites par rapport aux maires. Donc c'est bien les maires qui sont en première ligne, mais pour la partie formelle, la partie administrative, l'agglomération vient en soutien. Ils le font déjà sur certaines petites communes qui n'ont pas forcément les mêmes ressources ni politiques ni administratives que nous. Pour qu'on ne se perde pas, Madame Aurélien, je pense qu'on va mettre puisque vous avez fini la présentation de la transaction municipale, je propose qu'on mette au vote point par point, comme ça on vient. Donc qui serait contre la mise en place de cette transaction municipale sur Chanteloup, qui s'opposerait, qui s'abstiendrait, 5 abstentions, merci. On va passer au point suivant qui concerne la procédure du rappel à l'ordre. Voilà, donc le rappel à l'ordre, il s'agit d'une alternative aux poursuites pour des infractions mineures à l'exclusion de tout crime ou délit ou de faits pour lesquels une enquête judiciaire est déjà en cours. Voilà. Il peut concerner par exemple des conflits de voisinage, des nuisances sonores, des incivilités, dégradations légères des équipements publics, manquements répétés ou d'obligations scolaires par exemple. Il s'agit d'une formalisation d'une injonction verbale du maire à l'encontre d'une personne qui peut être majeure ou mineure, auquel cas le mineur est accompagné de son représentant légal. Et c'est un outil de prévention et de responsabilisation des personnes. Cette procédure, elle doit faire l'objet d'une convention conclue entre le maire et le procureur. Vous avez eu copie de cette convention dans le dossier. Voilà. Donc, alors, si je peux me permettre, là, du coup, pareil, c'est quelque chose qui existait déjà. Je pense, nous et vous, précédemment, vous avez eu affaire à convoquer 2 voisins, etc., pour faire des rappels à l'ordre. Là, la nouveauté, c'est que ça sort du strict cadre de la commune. C'est-à-dire que ces rappels à l'ordre font l'objet, comme l'assignalement aussi, au procureur. Donc, il y a un effet, un peu, du point de vue formalisme et de la solennité, qui renforce ce dispositif qui existait déjà par ailleurs. Vous avez quelque chose à ajouter Oui, je pense que j'ai résumé très bien. Donc, pareillement, la note que vous aviez reçue. Je vous propose de mettre au vote, par conséquent, donc qui serait contre cette convention de mise en œuvre de la procédure du rappel à l'ordre, qui s'abstiendrait, 5 abstentions, merci. Voilà pour les points de sécurité. Nous allons maintenant aborder les affaires générales, en commençant par un don de t-shirt à l'association de pétanque de Chanteloup. Alors là, je tiens vraiment à profiter de cette occasion pour les saluer d'abord et les féliciter pour le super parcours sportif qu'ils ont accompli. Notre équipe vétéran, un petit peu sur le fil, a réussi son championnat. C'était un peu le deal. On avait dit avec eux que s'ils performaient au niveau du département, ils auraient des t-shirts floqués du nom de la ville. C'est fait. Ils sont qualifiés désormais pour la 3e division vétéran de Seine-et-Marne. Donc il nous semblait important de marquer le coup. Donc bravo à tous les boulistes qui nous regardent. Et puis voilà, donc on vous propose, on espère l'unanimité quand même, sur une délibération comme celle-ci, de donner à notre association Chanteloup Pétanque Club des t-shirts qu'ils pourront porter lors des compétitions futures. Voilà. Y aurait-il des oppositions? Pas d'opposition, mais je suis pour. Mais sur le principe, attention à la... C'est une subvention en nature, quelque part. Entre nous, hein. Non, mais ça c'est un point de droit, justement, on passe cette délibération parce que justement, on est hors du cadre de la subvention. Là, du coup, ça fait une ligne budgétaire particulière, enfin, c'est une opération financière en quelque sorte, puisque c'est un don. Voilà. Et c'est pour ça qu'on la soumet à l'Assemblée délibérante, et ce qui permet en plus de donner de la solennité
à la démarche et puis de féliciter nos vétérans pour leur On les félicite aussi. Et, Pardon ? on les félicite aussi. Très bien. On est sur le fond, après, il faut le faire. Bon, voilà, ben, écoutez, ce sera fait. Donc, on en était-vous dans le vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, la délibération suivante, c'est pas une délibération qui a pour but de créer un droit, mais c'est un vœu qui a été émis par les communes de Marly-Gondoire en bureau communautaire et qui invite à la création d'un centre hospitalier universitaire en Seine-et-Marne et si possible dans le Nord Seine-et-Marne, puisque c'est quand même chez nous que ça se passe. Alors il faut savoir que les centres hospitaliers universitaires, ça fait partie de la réponse à la désertification médicale. Alors là, c'est vrai que les territoires sont en concurrence les uns avec les autres, hein, il faut dire la vérité. Le fait pour un département de ne pas avoir de CHU, c'est un vrai souci parce qu'on n'a pas d'interne, on n'a pas toute cette population de médecins, généralistes ou spécialistes, qui ensuite finalement finissent par rester parce qu'ils ont rencontré, ils se sont mis en couple, ils ont acheté une maison, etc. Et puis finalement, pourquoi réinventer sa vie lorsqu'on en a fini ses études? Eh bien, la Seine-et-Marne, il faut savoir qu'on a beau être un département quand même francilien, un département riche, eh bien nous sommes, je crois, le deuxième ou troisième, en partant du bas, pire désert médical de France. 99e position. Vous vous rendez compte, 90e position sur l'ensemble des départements, donc nous sommes un authentique désert médical. L'information, me permet juste. Ah mais bien sûr, bien sûr. L'ARS, il y a une réunion avec l'ARS, enfin voilà, et les instances, on est en 90e position. La désertification des professionnels de santé. Donc il y a un vrai travail qui est fait en proximité au niveau de Marly-Gondoire, au niveau des CPTS pour donner envie. Et c'est vrai que si demain on a un centre universitaire, c'est aussi très incitatif pour des médecins parce que quand on fait ses études et qu'on est dans un centre universitaire, les évolutions de carrière sont un peu différentes. C'est un peu plus gratifiant, on va dire, hein, d'être dans un centre universitaire et ça risque aussi de donner envie à des jeunes de s'inscrire dans notre territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Oui. Puis il y a des grosses évolutions quand même, enfin, juste pour compléter, au niveau de Jossigny, qui est quand même l'hôpital de proximité. On sait tous à quel point c'est compliqué, mais il y a quand même des volontés. Oui, j'allais en parler. Si tu veux, voilà. Je parle parce que j'ai un micro, c'est plus facile, mais je pense que tu allais dire exactement la même chose. Hein. C'est que certes, nous n'avons pas de CHU, malgré tout, l'antenne de Jossigny, hein, du grand hôpital de l'Est francilien, étant engagé maintenant dans une démarche de recherche. Donc il va y avoir un professeur en médecine, il va y avoir des sujets de recherche, etc. Alors sans être pour autant un CHU, on commence à avoir un embryon de recherche qui s'ajoute aux simples gestes médicaux. Donc on espère beaucoup capitaliser là-dessus pour convaincre les tutelles de transformer l'un des hôpitaux de l'Est francilien, en tout cas en CHU. Idéalement à Jossigny, mais déjà dans un hôpital dans le coin, ce serait pas mal. Voilà. Donc c'est un vœu auquel on vous propose d'adhérer. Voilà. S'il y a des oppositions ou des abstentions sur ce sujet, vous pouvez les manifester, mais je pense qu'on est tous d'accord. J'ai mon collègue qui avait fait une abstention, donc je... Oui, d'accord, pas de problème. Une abstention. C'est M. Ateba qui s'abstient? D'accord. Donc une abstention, et puis pour le reste, je vous remercie. Après, il était pour le principe, mais il s'est posé la question en termes de priorité, est-ce que des centres de soins, de proximité, on manque de médecins? Et son souci était plus là-dessus, c'est pour ça qu'il s'abstenait. En même temps, vous savez, les centres de proximité, tout ça, les MDS, il n'y a pas de médecins pour les remplir. Donc là, un CHU, justement, ça amène des médecins. Et après ce qu'on en fait, c'est que du plus. Oui, non. Je pense que si on avait eu cet échange avec M. Ateba ici, on serait tous arrivés, je pense, à un point de vue commun. Donc ça c'est fait. Merci. On va maintenant aborder les finances et la commande publique. Alors d'abord, une délibération qui concerne la TLPE, la fameuse taxe locale sur les publicités extérieures. Vous vous rappelez qu'elle avait été instaurée il y a 3 ans pour s'aligner en fait sur la situation de Montévrain, parce qu'il y avait un vrai effet d'aubaine pour les enseignes qui étaient du côté de Chanteloup-en-Brie ou Plutchen notamment, qui ne payaient rien, alors qu'elles payaient sur quelque chose sur Montévrain. On a instauré la TLPE dans les mêmes conditions. Et entre-temps, l'État s'est rendu compte que le législateur s'était trompé dans la formulation de la loi sur laquelle reposait la TLPE et que nous n'avions pas autant de liberté pour fixer les tarifs de cette TLPE que nous l'imaginions. Donc nous avions pris une délibération l'année dernière
pour revoir à la baisse les tarifs. Donc on avait maintenu le règlement en tant que tel, mais les tarifs applicables avaient été modifiés pour tenir compte de la nouvelle situation législative. Ça a causé comme un tollé au niveau national, donc le législateur a revu sa copie et on revient au statu quo ante. Donc là, l'objet de cette délibération, c'est d'abroger la délibération par laquelle on revenait sur les tarifs que nous avions votés à l'origine. Donc par le vote, enfin par l'approbation, si c'est ce que vous décidez de faire de cette délibération, on revient à la situation première. Voilà. Et bien évidemment, toujours dans un esprit de coordination avec les communes voisines. Donc, parce que la question se posait, il ne s'agit pas nous d'augmenter ou baisser les tarifs si nos voisins ne le font pas. Et donc, c'est une démarche qui est appliquée par les communes voisines. Donc, ça nous permet d'être sur la même ligne que Montévrain notamment. Voilà. Y aurait-il des questions? C'est purement technique. La question, elle est plus qui la paie aujourd'hui? Alors, il faut lire les règlements. Il y a des conditions de surface, des conditions de type d'enseigne, et c'est un cabinet extérieur. Nous passons par le même cabinet que Montévrain. C'est un géomètre qui passe dans les villes et qui mesure les enseignes et qui ensuite rapporte ces mesures rapporte au règlement, voilà, et qui prépare l'émission des titres. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, nous, à regarder qui est titré, qui n'est pas titré. On encaisse. Et on pourrait avoir la liste des... sur Champclaux. C'est un rôle fiscal. Bon, on va regarder, après je vois pas pourquoi. C'est comme les informations de foncière, etc. Ou même, peut-être même que le cabinet peut répondre directement. Comme ça, en plus, ce serait, si c'est le cabinet qui pourrait répondre directement, c'est vraiment pas. On vous en remercie. Vous notez. Donc, qui serait contre cette délibération qui nous remettrait dans le statut premier, voilà, de la TLPE? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions du coup. Merci. Fixation de la redevance d'occupation du domaine public par la société DOT. Donc, la société DOT, c'est la société qui a racheté Tir Mobilité, qui était le premier prestataire pour le service de trottinettes et de vélos électriques, pour le stationnement de vélos et trottinettes électriques en libre service. Vous l'avez vu, il y a 3 ans maintenant, des stations avaient été tracées, en priorité, et je pense même presque uniquement sur des places de stationnement qui avaient vocation à disparaître, puisque là j'assume complètement, on n'est pas en conformité avec la loi, mais je n'irai pas en prison pour ça, donc je ne suis pas pressé de le mettre en conformité. On a à peu près une 30aine de places de stationnement à supprimer à Champclaux, il faut le savoir, parce que la loi dit que maintenant on ne peut pas faire une place de stationnement à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Alors amusez-vous à regarder sur Google Earth ce que ça signifie, c'est quand même assez dingue. Donc moi, si un jour on envoie les gendarmes, je le ferai, mais pour l'instant, on va garder nos places de stationnement. Donc finalement, ce dispositif, c'était une façon un peu élégante de sortir des places de stationnement en fait pour en faire des stations. Et comme c'est une occupation du domaine public, eh bien, il convient de fixer un prix pour cette occupation. Alors le prix, il ne sort pas de notre chapeau, hein, c'est le prix qui a été discuté au niveau des villes adhérentes, du CIMU et avec l'opérateur dans le cadre de l'appel à la manifestation d'intérêt. Voilà. Donc qui serait contre ce niveau de... Oui J'en profite pour signaler tous les abandons de trottinettes et machins à droite à gauche. Alors ça, c'était vraiment... Franchement... Ça a été... Alors ça, c'est moins grave que ça en a été. C'était vraiment le gros problème. Oui, c'était le gros problème au départ. Et vous savez c'était une expérimentation des 2 premières années. Et lors du 2e appel à manifestation d'intérêt, là, qui a été conclusif en tout début d'année, c'était un élément important, notamment sur l'augmentation des amendes, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de dispositif vraiment dissuasif pour remettre les trottinettes à sa place. Certes, il y a un surcoût, mais c'était tellement capé que finalement, alors que là, quand même, on arrive à des niveaux de pénalité, je ne sais plus en tête, mais qui sont beaucoup plus dissuasifs. Donc, et aussi, ce qui s'est passé, c'est que le parc a évolué. C'est-à-dire qu'on était parti avec beaucoup de vélos, et là, on regarde les expériences, des retours statistiques. Le parc, ce qui est étonnant, c'est que d'une ville à l'autre, les tendances ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Champclaux, on a beaucoup moins de vélos qu'on en avait, plus de trottinettes. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un bon service de mobilité parce que ça permet quand même de bien se dépanner, de faire du rabattement sur les gares. Mais le gros point noir, c'est celui-ci, c'est les trottinettes qui traînent partout. Mais on avance quand même petit à petit. Voilà. On n'a pas mis au vote encore. Donc qui serait contre l'application de ce tarif pour l'occupation du domaine public par la société DOT? Qui s'abstiendrait? Merci. Bon, on avance bien. Une décision modificative, vous l'avez eu
avec la convocation qui concerne un dépassement de travaux lors des, je crois que c'est l'assainissement de la cour du Loupio. Alors comme on vote le budget d'investissement en suréquilibre, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de double écriture, puisque de toute façon on prend sur le suréquilibre, donc en fait c'est 20 000 € de plus sur la partie assainissement, en fait viennent diminuer le suréquilibre, hein, mais ne viennent pas amputer un autre poste de dépense. Pardon. Voilà, donc y aurait-il des questions, il n'y en aura peut-être pas, mais en tout cas y aurait-il des oppositions à cette décision modificative? 5 ? Oui, bien sûr, mais 5. Voilà. Donc 5 contre, des abstentions. Merci. Ben voilà, donc on va aborder le menu du jour, enfin le plat du jour, donc le CFU. C'est la première fois que cette assemblée a se prononcé sur un CFU. Donc CFU, compte financier unique, qui remplace 2 documents que nous avions l'habitude d'approuver précédemment, qui étaient le compte administratif et le compte de gestion. Le compte administratif, eh bien, c'était le bilan comptable de l'exercice écoulé du point de vue de la commune, et le compte de gestion, c'était la même chose, mais du point de vue du trésorier public. Bien évidemment, les chiffres sont les mêmes à la fin, sinon on ne peut pas avancer, mais il y avait un côté un petit peu étrange de devoir se prononcer sur 2 documents différents qui en fait aboutissaient au même résultat. Donc les 2 ont été remplacés par un document unique, le CFU, sur lequel il convient de se prononcer. Donc M. Pambou va nous faire une petite présentation rapide. Voilà. Un petit commentaire, on avait, comme le CFU, c'est pas nous qui le produisons, mais le trésorier, et que bon, nous ne sommes pas une commune prioritaire, il faut dire la vérité, dans le travail de la TP, et on peut le comprendre. Le CFU ne nous a pas été communiqué dans les délais, en tout cas, dans les délais de convocation du conseil municipal pour l'approuver la dernière fois. Donc nous le faisons maintenant, mais comme il avait fallu voter un budget, nous avions fait une affectation anticipée du résultat, et bon, on vous confirme aujourd'hui que les montants affectés lors du dernier conseil municipal sont les mêmes que ceux qui apparaissent en bas de page du CFU. Voilà, je passe la parole à M. Pambou. Très bien. Donc une présentation rapide de ce CFU. Alors, donc en annexe de la libération, vous avez donc la maquette du CFU. Hein, donc vous l'avez vu, c'est un document assez conséquent, hein, 159 pages. Alors, d'où évidemment l'obligation qui nous est faite en fait de le présenter avec une note explicative de synthèse. Voilà. Et donc dans la note que vous avez reçue, alors il y a un élément en introduction, vous avez quelques éléments de contexte, hein, le CFU, monsieur le maire vous en a parlé, et ensuite ce qui concerne la reprise anticipée de résultats, parce que le budget a été voté avant la constatation des résultats de l'exercice 2024. Et ensuite, vous avez une information concernant l'annexe dite budget vert. Donc, c'est une nouvelle annexe qui n'existait pas précédemment dans les documents antérieurs. Donc, c'est la loi de finances 2024 qui, en fait, impose en fait, de faire un classement de nos dépenses selon leur côté vert ou pas vert. Voilà. Alors, par ailleurs, avec la délibération, vous avez en annexe également une rétrospective financière. Voilà, donc ça porte sur les exercices 2020-2024. Voilà, donc ça intéressera peut-être certains d'observer la trajectoire financière de la ville depuis 2020. Voilà. Alors ensuite, concernant donc alors la vue d'ensemble, l'exercice 2024, en fonctionnement, on sort à 691 791 en fonctionnement. En investissement, on sort à 457 000, en prenant en compte les restes à réaliser. Alors, donc, dans le CFU, évidemment, hein, on a des résultats globaux, on a également les détails en nature, classés en chapitres et en articles. Voilà, alors donc, concernant les recettes de fonctionnement, on sort à plus de 5 millions d'euros, 5 100 000. Et au niveau de la note, vous avez la répartition sous forme de chapitres. C'est des chapitres classiques, hein, les produits des services, la fiscalité, les dotations, etc. Et vous avez quelques éléments de commentaires par rapport aux évolutions. Alors ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement, on sort à 4,6 millions. Là également, vous avez donc
le détail par chapitre et non pas par article. Vous avez également, une mise en perspective par rapport au réalisé de 2023 et également par rapport à ce qui a été voté au budget 2024. Voilà, là également vous avez donc, c'est totalement classique, hein, c'est des charges à caractère général, vous avez une explication sur les évolutions, les charges de personnel comme d'habitude, et donc voilà, en page 4 donc, de la note, vous avez également une mise en perspective par politique publique, donc vous avez un tableau hein, qui vous indique ce qu'on a engagé en matière de sécurité, enseignement, sport, santé, environnement, etc. Voilà, donc ça c'est une approche dite par fonction. Alors au total, on sort, alors la différence entre les recettes et les dépenses réelles, hein, on sort donc avec une épargne brute. Bon, je ne vais pas rappeler encore la notion d'épargne brute. On sort avec une épargne brute en 2024 de plus de 400 000 €, hein, à mettre en comparaison avec l'épargne brute de 2020, qui était totalement négative. Voilà, donc ensuite, concernant l'investissement, en recette 730 000, là également vous avez la déclinaison. Alors la principale recette en investissement en 2024, hein, ça concerne en fait l'affectation de résultats. Voilà, donc de mémoire, on avait affecté plus de 600 000 €. Alors ensuite, en dépenses, on a 790 000 €. Et donc au niveau de la note, vous avez certains éléments de dépenses, hein, la liste n'est pas exhaustive, hein, création du nouveau site internet, remplacement de la chaudière, ferme du pavillon, etc., etc. Bref, on sort avec un excédent au niveau de l'exercice, à proprement parler, de plus de 100 000 €. Donc en investissement, donc là vous avez un graphique qui vous illustre comment s'est formé donc cet excédent. Alors on parle d'un investissement. En investissement, il y a également la notion de reste à réaliser, hein, en recettes et en dépenses. Alors les restes à réaliser, en fait, c'est les opérations qui ont été engagées d'investissement, qui ont été engagées en 2024 et finalement qui ne sont pas finalisées, qui vont se poursuivre en 2025. Voilà, donc ça fait l'objet d'un classement un peu particulier qu'on appelle reste à réaliser. Donc en fait, ce n'est pas pris en compte comptablement, mais on le prend en compte quand on construit un budget. Donc en reste à réaliser recettes, on est à 249 000 €. En dépenses, on est à 99 000 €. Voilà. Donc les restes à réaliser en recettes, c'est souvent des subventions. Hein. Des subventions notamment concernant le fonds d'aménagement communal, etc. Voilà, donc autre notion que je vais vous mettre en lumière, c'est la notion de fonds de roulement. Alors, fonds de roulement 2024, on est à plus de 900 000 €, hein, le fonds de roulement, grosso modo, ça peut s'assimiler à la trésorerie. Donc on est à 900 000 €, enfin presque 1 million d'euros en 2024, contre un peu moins de 900 000 € en 2020. Voilà, donc ça montre qu'il y a une trajectoire assez intéressante pour la ville. Et pour finir, quelques éléments de dette. Alors, on a un encours de dette de 3 696 000. Alors, sur la note, il y a une erreur, hein, c'est marqué 3 600 000. En fait, c'est 3 796 000. Pour un encours de dette en 2020 de 3,5 millions. Bon, il y a une légère augmentation de l'encours de dette, mais elle n'est pas vraiment significative. Hein. Voilà. Donc on reste à des niveaux d'endettement, convenables, sachant qu'en 2025, on a inscrit au budget un remboursement d'un emprunt réel de 500 000 € qu'on avait pris il y a quelques années. Oui, je ne vais pas refaire le même discours que j'ai tenu à de nombreuses reprises sur l'endettement. La dette est stable, même voire en légère baisse. Rapportée aux habitants, elle est vraiment en baisse, mais tout ce qui est notable, ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes, c'est qu'aujourd'hui, en face de cette dette, de ce stock de dette, nous avons des excédents de fonctionnement qui permettent de le justifier. C'est-à-dire que nous avons capacité de rembourser notre dette, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre commune. C'est comme ça qu'il faut lire, en fait, qu'il faut analyser la situation de la dette d'une collectivité.
Voilà, alors pour terminer, concernant la dette, vous avez donc un tableau concernant les éléments, quelques petits éléments d'analyse de la dette, les taux, la répartition entre taux fixe et taux variable. Donc, voilà, au total, on a 4 lignes d'emprunt. On n'a pas, voilà, c'est pas une ville avec beaucoup de lignes d'emprunt, donc c'est assez limité. 4 lignes d'emprunt, c'est assez faible. Donc, bon, la majorité de nos, voilà, c'est du taux fixe. Donc, voilà. Et ensuite, concernant le degré de risque, à savoir que les contrats consignes sont, comment dire, classifiés. Il y a une classification qui existe. Et donc, nous, on se situe sur la classification la plus, voilà, la plus intéressante, je dirais. Donc, A1. Voilà, donc tout notre encours de dette, ça veut dire qu'on n'a pas de dette toxique comme ça pourrait exister dans certaines autres communes. Oui, parce que peut-être que les gens qui nous suivent l'ignorent, mais les collectivités, comme les entreprises, comme les États, en fait, font l'objet d'une notification par des organismes financiers. Voilà. Alors, durée résiduelle de la dette, bon, dette à moins de 2 ans, 800 000 euros. On va passer à 300 000 en fait en 2025. Et à zéro en 2026. Voilà, c'est ça. Et dette à plus de 10 ans, 2,9 millions. Voilà, et voilà, donc on n'a pas beaucoup de dettes. Et donc, en fait, ça se répartit seulement entre 2 prêteurs, Caisse d'épargne et Crédit Agricole. Caisse d'épargne, ça concerne en fait notamment l'emprunt du Contour qu'on avait réaménagé. Qui représente la moitié de notre stock de dette. Voilà. Et voilà, donc vous avez tous les éléments concernant donc ce CFU, cette présentation brève et synthétique. Et voilà. Et donc je rappelle que vous avez donc un tableau qui concerne donc la rétrospective 2020-2024 avec certains éléments d'approche. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui s'intéressent au trajectoire financier. Merci monsieur Pambou. Y aurait-il des questions sur ce CFU et la présentation qui a été faite par monsieur Pambou à l'instant? Non. Alors il y a quelque chose qui n'a pas changé avec le CFU, c'est que l'ordonnateur ne vote pas ses comptes, donc je vais m'absenter. Ah bah allez-y. Juste quelques infos que je voudrais savoir. Le compte 6227, frais d'acte et de contentieux, c'est des frais d'avocat? Ah oui, alors ça c'est quelque chose que j'avais annoncé même avant nos prises de fonction. C'est très important qu'une commune comme Chanteloup se défende. On n'avait pas les moyens avant de connaître un petit village. C'est aussi un signal fort qu'on envoie à nos partenaires. Des frais d'avocat, voilà. Beaucoup. Ah oui, mais vous savez, les dépenses d'avocat, c'est toujours des bonnes dépenses. Les 8184, ça concerne quoi? En contentieux. En frais d'avocat. On a par exemple tous les recours d'urbanisme, puisque la commune est associée, puisque c'est toujours l'arrêté qui délivre le PC qui est attaqué. On a quoi d'autre encore? Ouais, c'est que l'urbanisme, essentiellement. Je peux me rapprocher de votre DG pour avoir les factures, s'il vous plaît? Je voulais. D'accord. Et puis juste une remarque, c'est que tous les comptes autres, ils sont quand même très importants. Donc c'est des fourre-tout, je veux bien, mais... Par exemple, le 6288, 51 000 euros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, 6288... 6188. Autre. Le compte 6288. 6188. 6188. 51 155 euros. Alors, 6188, alors qu'est-ce qu'on a dessus? Dépenses climatisation, alors contrôle équipement sportif, récréatif. Donc c'est des contrats de maintenance, de surveillance en fait. Il y a des comptes pour ça. Voilà. Il y a des comptes pour ça. Pourquoi ça va dans un... Alors, en tout cas, ça a été mis à ce compte-là. Oui, je pose la question parce que c'est quand même important, 50 000. Alors, ça, on peut peut-être... Non, c'est du fonctionnement. Voilà, après, je vais dire, nos imputations font l'objet, comme vous le savez, de contrôle de la
de contrôle de Je pense qu'il ne faut pas partir de cette directive, parce qu'en fait, le niveau de détail maximum, il est atteint dans le CFU qui est communiqué. Après, en dessous, c'est le grand livre. Donc c'est pas en conseil municipal pour répondre aux questions sur le grand livre. Le grand livre, c'est pas, on peut répondre aux questions, mais c'est pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans la ligne du machin, le truc bidule, parce que personne ne peut connaître ça par cœur. Donc faites vos questions, et monsieur... Je poserai la question par écrit. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et monsieur, d'ailleurs, n'hésitez pas au fil de l'eau, on n'est pas obligé d'attendre les échéances des conseils municipaux, hein, on a la chance même d'avoir des services, donc il faut les interroger, et ça me permet d'avoir après des positions politiques plus éclairées. Ah, il n'y a pas de secret, enfin vous étiez chez vous, vous dites tiens, je vais demander cette ligne-là, nous on est ici, on découvre ce que vous venez de se dire, c'est pas comme ça qu'on procède. Là c'est une assemblée publique, on est tenu par les temps, on fait des trucs dans l'ordre, donc n'hésitez pas à saisir des services pour poser des questions. D'accord. Permettez-moi d'en douter. Donc je vais m'absenter pour procéder. Monsieur Pambou, je vous laisse organiser le vote, puis vous m'appelez. Alors, donc, on va donc procéder au vote. Alors, donc, je rappelle que certains éléments, alors considérons ce qui vous a été exposé, hein, donc je vais vous proposer d'adopter le CFU 2024 comme suit. Alors, au titre de l'exercice 2024, en fonctionnement, le résultat 2024 sera 270 476,06. En investissement, ça sera 110 735,36. Et ensuite, concernant les résultats de clôture, en fonctionnement, le résultat de clôture est de 691 795,85. En investissement, résultat de clôture de 306 751 et 38 centimes. Voilà. Donc, donc je voudrais savoir qui s'abstient, qui est contre. Combien de contre? 5. Ok, voilà. Donc, je considère que le CFU 2024 est adopté. Monsieur Cambou, quel a été le sens du vote? 5 abstentions. Enfin, le CFU est adopté. Non, mais c'est pas grave. Le CFU est adopté. Le CFU est adopté. Ça me suffit. La majorité. Voilà. Nous en avons fini pour les points qui donnent lieu à des votes. Donc le conseil n'est pas terminé, bien évidemment, mais ceux qui ont des obligations peuvent quitter. Il n'y a pas de problème, je ne vous retiens pas. Il n'y a pas de commande de forum, donc vous pouvez aller vaquer. Les décisions du maire, vous en avez eu copie avec la convocation. Il faut peut-être noter ce qui s'en pense. Oui, bien sûr, mais ça, on a un secrétaire de séance pour ça. On a un secrétaire de séance pour ça, justement. Et avec l'heure. Et puis, on a la chance quand même d'avoir la vidéo, donc de toute façon, tout ça est revu après coup. Un renouvellement de contrat avec Atmosphère Habitat pour la prévention et destruction des nuisibles au sein des bâtiments communaux, donc ça c'est un contrat qui était assez ancien déjà. Une demande de subvention dans le cadre du bouclier sécurité, donc pour le cofinancement de la vidéoprotection qui est en cours de déploiement sur la commune, vous avez le détail, donc 50%. Et ça il s'agit de, je n'arrive même plus à me relire. Oui, bouclier sécurité, alors c'est des vélos électriques de l'ASVP, de telle sorte que les équipements soient les mêmes du côté de Montévrain et de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Contrat Socotec, vérification des installations électriques, bon, ça c'est contre le bureau de vérification, c'est classique. Maîtrise assistance d'ouvrage pour la mairie annexe. Vous vous rappelez que c'est le 3e investissement dans le cadre du fonds d'aménagement communal. Donc les travaux commenceront, je pense, en fin d'année. Donc là, il s'agit de la prestation de maîtrise assistance d'ouvrage. Une convention relative à la mise en œuvre du dispositif École ouverte. Ça, c'est pour permettre à l'éducation nationale d'utiliser les locaux vides, enfin non utilisés, de notre école pour y mener des opérations pédagogiques. Contrat géoconsultant, mission géotechnique extension, toujours pour la mairie annexe. Donc ce sont les sondages et les recherches d'amiante avant les démolitions nécessaires et les opérations de terrassement. Et puis un contrat Socotec pour la maintenance des ascenseurs, alors les ascenseurs qui ne sont pas vraiment des ascenseurs, mais qui sont des monte-personnes pour les personnes à mobilité réduite, à la ferme du pavillon et au canton. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces... voilà.
Après la partie décision de non-préemption, il n'y a rien de notable. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher du service urbanisme. Il ne nous reste plus qu'à répondre à la question écrite reçue par l'opposition que je vais vous lire. Bonjour monsieur, les élus de l'opposition souhaitent poser la question suivante au conseil municipal du 27 juin 2025. Quel est le lien entre la page Facebook de la ville, mairie de Chanteloup-en-Brie, et la page privée de Chanteloup-en-Brie News? Qui fait quoi? Nous demandons des explications en vous remerciant. Alors, Chanteloup-en-Brie News, c'est une page Facebook qui a été créée il y a plus de 10 ans maintenant, à l'époque où vous étiez aux affaires, à l'époque d'ailleurs où la ville n'avait pas elle-même de page Facebook. Je trouve que la meilleure façon de présenter l'articulation entre Chanteloup-en-Brie News et la ville, c'est de dire en fait que Chanteloup-en-Brie News est à Chanteloup-en-Brie ce que le New York Times est à New York City. C'est à peu près la même chose. Les deux s'appellent Chanteloup, mais il y a la ville, et puis il y a la page privée Chanteloup-en-Brie News qui collecte des informations, les partage, anime la ville de bien des façons et qui fait d'ailleurs un travail extraordinaire. Je pense qu'on peut tous saluer le travail. Mais je pense que la meilleure façon finalement de répondre à votre question est la suivante. Donc je vais vous lire un petit communiqué qui permet de bien formaliser ma réponse si vous en êtes d'accord. En réponse à la question concernant une page Facebook intitulée Chanteloup-en-Brie News, le maire et les services communication tiennent à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une page officielle de la mairie. Il s'agit d'un compte totalement privé. Les informations diffusées le sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec ce communiqué. Et puis, voilà. Oui. La question, c'était la relation avec le Chanteloup-mairie. Alors, la relation, vous l'avez déjà écrit dans votre question, puisque vous avez dit qu'elle est privée, et moi je vous le dis encore une fois solennellement, ce n'est en aucun cas une page officielle de la mairie. Voilà. Et que c'est une page privée qui diffuse des informations sous l'entière responsabilité de ses auteurs. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé cette question. C'est pas parce que du chapeau. Micro. C'est qu'il y a des publications sur la page de la ville, qui est ouverte à tout le monde, de Chanteloup News. Et Chanteloup News, c'est privé. La personne qui gère cette page, elle fait ce qu'elle veut, c'est tout à fait normal. Elle bloque des citoyens. Donc quand vous publiez sur Chanteloup Mairie des infos, tous les citoyens ne l'ont pas. Ceux qui sont bloqués, c'est l'héritage des... Alors, en informatique, c'est l'héritage des droits. Alors nous, quand la mairie partage des publications de Chanteloup-en-Brie News, c'est exactement comme lorsque nous partageons des publications du Parisien, de La Marne, de Crest Direct, de France TV. C'est un média indépendant. Et encore une fois, je pense que le petit texte que je vous lis a le mérite d'être très très clair, extrêmement bien tourné. Voilà, donc c'est tellement bien tourné que c'est le texte qui était en première page de votre site internet, et c'est un texte qui est signé par Marcel Boulès, que je salue et qui, je trouve, a très très bien résumé la nature des relations qu'il y a entre Chanteloup-en-Brie News et la commune. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Il est 21h45. Voilà. Et je déclare ce conseil municipal clos.